œuf mayo, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Pour ce nouvel épisode, nous recevons aujourd'hui Sarah Safarian, chef à domicile, coach en nutrition holistique, mais aussi influenceuse et créatrice du blog culinaire Humbly Healthy, une jeune femme passionnée et bienveillante à l'image de sa cuisine tout en couleurs. Bonjour Sarah. Bonjour Christine, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors après avoir étudié et travaillé dans le marketing et la finance, vous avez quitté ce milieu pour vous consacrer à votre passion qui est la cuisine. D'où vient cet amour pour la cuisine et depuis quand c'est né ? Au fait, pour moi, la cuisine, c'est comme une thérapie. Donc, la passion est venue, c'était un moment pour moi, pour me recentrer. Et j'ai toujours apprécié la cuisine gourmande du monde, du Moyen-Orient, de l'Inde, de partout. Et au fait, voilà, la passion, elle s'est cultivée dans les années. Et j'ai toujours été intéressée aussi dans le domaine de la nutrition. Vous êtes originaire des Émirats et du Liban, oui, par vos parents. Et comment ce mélange de cultures se retrouve dans les recettes ? Mes assiettes en général sont très variées. On trouve des influences du Liban, comme avec des taboulés, des houmous gourmands. Donc vraiment un petit peu une cuisine internationale. Vous avez vécu à Dubaï, Beyrouth, Boston et New York. Et c'est à Paris que vous avez posé vos valises. Et en tant que chef et influenceuse, quelle est pour vous la tendance globale sur l'alimentation ? La tendance globale sur l'alimentation, je dirais, se concentre vraiment sur tout ce qui est végétal en ce moment. Donc, par exemple, à New York, à Boston, c'est vraiment très, très développé. Tout ce qui est végétal ou vegan en termes de produits. Je pense qu'aussi à Paris, depuis que je suis arrivée il y a 4 ans, ça s'est énormément développé. Ça n'arrête pas de se développer. Et je pense que la tendance végétale, réduire la consommation de produits animaux est vraiment très très présente partout, à Dubaï, à New York, à Boston, à Paris. Au Liban, partout. Oui, exactement, absolument. C'est une tendance donc globale. Oui. Est-ce que vous ressentez une réelle prise de conscience, justement, partout où vous êtes allée ? Je pense que oui, par rapport à non seulement les personnes qui se focalisent sur leur bien-être propre, mais aussi sur les questions de l'environnement, sur prendre mieux soin de notre environnement, de notre planète, pour nous et aussi pour les générations à venir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principes de l'arc-en-ciel en nutrition ? Oui, bien sûr. Donc, tout ce ce que j'encourage, c'est Eat the Rainbow ou manger l'arc-en-ciel, parce qu'au fait, chaque couleur nous apporte des nutriments, des vitamines dont on a besoin, dont notre corps a besoin. Donc si on fait attention à ce que notre assiette globalement offre toutes ces couleurs à notre corps, c'est vraiment dans cette philosophie-là. Par exemple, si on peut se rappeler d'une chose pour chaque couleur, par exemple rouge, on peut penser au cœur qui est rouge, donc ça fait du bien à notre cœur. Ça fait aussi du bien, par exemple, à notre peau. Mais bon, on peut penser rouge, c'est bon pour mon cœur. Orange, jaune, c'est très riche en bêta-carotène, donc c'est tout ce qui est bien pour les yeux. Donc pour lutter, par exemple, contre le vieillissement des yeux, pour nous protéger contre le vieillissement des yeux. Surtout, on passe beaucoup de temps devant les téléphones, les écrans, donc c'est une protection pour nos yeux. Tout ce qui est mauve, c'est très bon pour la santé de la mémoire, donc ça protège notre cerveau. On peut penser au cerveau comme si en général, quand on voit des dessins de cerveau, c'est un petit peu mauve-violet, donc on peut penser mauve, c'est cerveau. Tout ce qui est vert, on peut penser au green juice, donc tout ce qui est détox. Tout ce qui est blanc, on peut penser aux os. Donc en général, l'ail, les oignons, ça peut faire du bien à la santé des os, par exemple. Bien sûr, il y a des crucifères comme le chou-fleur qui est très bon pour la santé du foie. Et ça s'étend au-delà de la santé des os, mais on peut juste se dire blanc, ça fait du bien à mes os. Donc juste un peu en esprit de penser à toutes les couleurs associées à un élément de notre corps, que ça fait du bien globalement. Et est-ce que vous ressentez une réelle prise de conscience mondiale sur cette alimentation saine ? Oui, je trouve que les gens de plus en plus ont une tendance à essayer de se faire du bien maintenant à travers l'alimentation, le sport. Les gens sont beaucoup plus ouverts à essayer une alimentation végétale, ou ils sont plus curieux.
Et aussi à cause de tout le stress qu'on connaît au quotidien, l'automatisme qu'on subit, les gens essayent de trouver des moyens de se recentrer, de trouver leur équilibre, et l'alimentation est l'une des voies sur lesquelles ils se concentrent. Et d'ailleurs, que signifie Humbly Healthy, qui est votre nom sous lequel vous exercez? Humbly Healthy, c'est donc humbly, c'est humblement. Donc de faire toutes les choses en modération, en bienveillance envers soi-même, humblement. Donc ça n'a pas besoin d'être rigide ou très strict ou voilà, c'est doux envers soi-même. Et healthy, donc c'est tout ce qui est sain. Mais tout ce qui est healthy, tout ce qui est sain ne se limite pas que à l'alimentation. Ça s'étend au-delà. Donc ce qui se marie avec tout ce qui est philosophie holistique, c'est qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur notre alimentation pour être healthy ou sain, il faut aussi regarder nos interactions sociales, notre sommeil, notre spiritualité, notre relation propre avec nous-mêmes. Tous ces éléments-là englobent la santé, le bien-être. Et Humbly Healthy essaye de marier et de partager tous ces éléments et ces astuces dans les ateliers de cuisine et de bien-être. Et comment on le traduirait en français? Humbly Healthy, humblement sain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre végétarien, flexitarien, végétalien, vegan, toutes les nouvelles tendances alimentaires? Oui, en effet, c'est un peu confus. Donc végétarien dans le mode végétarien, dans la philosophie végétarienne, il y a plusieurs catégories. Donc par exemple, il y a lacto-ovo, donc les personnes qui mangent du lait et des œufs. Il y a ceux qui mangent aussi du poisson. En anglais, c'est pescatarian. Je ne sais pas comment on dit ça en français, pardon. Ensuite, flexitarien, c'est des personnes qui essayent d'augmenter leur alimentation peut-être végétale, mais qui mangent quand même de la viande, du poulet, du poisson, qui sont flexibles dans leur alimentation. Vegan, par contre, c'est beaucoup plus strict. Et ça s'étend au-delà de l'alimentation, donc il n'y a aucun produit laitier, aucun produit animal, et ça va au-delà pour s'étendre à la cosmétique, aux vêtements. Donc c'est un peu ce qu'on appelle les antispécistes. Antispécistes, je ne connais pas le terme pour être honnête avec vous, mais c'est un peu plus, je dirais, dans la rigidité, vraiment aucun élément, aucun produit, aucun contact avec tout ce qui est animal, de provenance animale. Et ça se concentre aussi beaucoup aussi sur l'environnement, etc. Végétalien, c'est la cuisine, ça c'est un peu un synonyme de vegan, mais qui se concentre que à l'alimentation. Donc végétalien, c'est uniquement une cuisine qui est sans produit animal, donc sans lait, sans œufs. Et holistique, c'est tout ce qui est à base de plantes, mais qui permet de temps en temps l'alimentation animale. Donc si on veut de temps en temps manger un morceau de poisson ou de viande, c'est pas grave, mais ça encourage de diminuer les produits animaux d'origine animale et de minimiser tous les produits industriels. Donc ça c'est holistique, c'est vraiment à base de plantes végétales, c'est se concentrer sur tout ce qui est d'origine fruits, légumes, oléagineux, légumineuses, graines, de saison et locales le plus possible. Et c'est vraiment dans l'esprit d'empêcher les maladies comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète de se développer. Donc c'est vraiment dans cette mentalité-là, c'est un peu plus une philosophie de vie, disons, qui s'étend au-delà de l'alimentation. Vous venez de lancer votre premier e-book de recettes de cuisine, qui est une initiation simple, gourmande, colorée et délicieuse de la cuisine végétale. À qui s'adresse-t-il ? À toutes les personnes qui seraient intéressées à découvrir une nouvelle façon de s'alimenter, qui cherchent peut-être à réduire un petit peu leur consommation animale, de produits animaux, aux personnes qui sont juste curieux, qui aimeraient, qui s'ennuient un petit peu de toujours manger la même chose, qui aimeraient découvrir quelque chose de nouveau. C'est aussi toute personne qui apprécie la gourmandise, toute personne qui cherche à manger quelque chose de sain,
Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde qui serait curieux à découvrir de la gourmandise, une cuisine colorée et une cuisine saine et bienveillante. D'abord diplômée de l'école Ferrandi en gastronomie française, vos spécialités sont désormais plutôt tournées vers les gâteaux crus, les smoothies, les porridge, les Buddha Bowls. Est-ce que c'est-à-dire une cuisine souvent végétale sans produits transformés? Et comment on peut lier la gastronomie française et la cuisine végétarienne, végétalienne? Je pense que de nos jours aussi, et surtout à Paris, on voit de plus en plus des pâtisseries qui s'ouvrent, qui sont végétales, mais qui offrent des pâtisseries qui sont d'origine française, mais en version végétale, comme les opéras ou des fraisiers ou des éclairs. Donc je pense que en ce moment, ça se marie très bien et c'est un peu la tendance. Et ça permet aussi aux personnes de découvrir quelque chose de nouveau. Il y a de plus en plus aussi de cours de cuisine. Donc c'est une façon aussi de varier son alimentation parce que les produits ou les ingrédients qui sont dans les recettes végétales sont différents des recettes traditionnelles. Donc ça a un apport, un nouvel apport. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a enseigné à l'école Ferrandi ou c'est quelque chose que vous avez développé après? À Ferrandi, j'ai fait une formation en cuisine française, donc traditionnelle. Plutôt traditionnelle exactement. Et ensuite, il fallait faire un stage pour valider notre diplôme à Ferrandi. Et moi, j'ai décidé de le faire à la Guinguette d'Angèle. Donc tout le monde, en fait, était plus, ils voulaient faire leur stage dans un restaurant étoilé ou dans un bistrot. Et j'étais la seule qui voulait me concentrer plus sur l'alimentation saine. Angèle qui est naturopathe et que nous avons su précédemment. Exactement, oui. Donc elle m'a inspirée, je me suis présentée et j'ai travaillé à la Guinguette d'Angèle. C'était une expérience qui a vraiment alimenté ma passion dans le végétal, dans l'alimentation saine et en plus c'était une ambiance super et conviviale. Donc oui, voilà, donc c'était un petit peu un développement de côté. De mon côté que voilà, et j'apprends chaque jour et je pense que c'est important de toujours apprendre et de s'entourer avec des personnes qui nous inspirent. Vous parlez d'une bienveillance justement dans la cuisine. Quels sont ces principes de la bienveillance en cuisine? Je pense que c'est la bienveillance parce que parfois on a tendance à être un petit peu trop rigide ou même on peut être notre pire ennemi et la cuisine dans la bienveillance c'est un moment pour se recentrer, pour se reconnecter avec soi, pour se faire du bien à son corps, donc faire attention à ce que l'on ingeste parce qu'en plus par exemple 70% de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins, donc ce que l'on met dans notre corps a vraiment un impact non seulement sur notre corps, mais aussi sur notre mental. Donc la bienveillance en cuisine, c'est vraiment dans cet esprit-là de prendre conscience de l'importance non seulement d'une alimentation saine pour notre corps physiquement, mais aussi pour notre mental. Et c'est vraiment dans cet esprit-là de bienveillance, un petit peu d'une cuisine thérapie où on prend un moment pour soi, où on est vraiment concentré sur ce qu'on fait, on apprécie toutes les couleurs, la gourmandise et on prend vraiment un moment pour nous. Un peu les principes de la soul food. Oui, absolument, oui. Quel est votre prochain rêve? Mon prochain rêve, je dirais, j'en ai plusieurs, mais je pense que l'une des choses que j'aimerais vraiment faire, c'est un jour ouvrir un centre holistique qui marie, donc par exemple qu'il y aurait une... Sur Paris? Sur Paris, oui, dans l'idéal, parce que j'adore Paris et je me vois bien rester ici, faire ma vie, mais bon, je ne sais jamais dans la vie, donc je suis ouverte, mais un petit peu dans l'esprit d'avoir... un centre qui marie tous les éléments de bien-être, donc la cuisine, le sport, la méditation, aussi avoir par exemple une chambre qui se concentre sur tout ce qui est médecine chinoise, ce qui m'intéresse aussi énormément comme des sessions d'acupuncture ou de reiki. Donc voilà, peut-être un centre qui est vraiment global de tout ce qui est holistique où on peut juste venir, prendre un moment pour soi, se sentir bien. Je pense que ça c'est mon plus gros rêve pour le moment. Est-ce que vous avez un bon plan ou une adresse à partager avec nous?
Un bon plan, dans l'esprit du bien-être, je proposerais à tous ceux qui écoutent de découvrir Patate Paris. C'est une compagnie, au fait, une boîte qui organise plein d'événements de bien-être partout dans Paris. Et au fait, ce n'est pas seulement centré sur le sport, mais aussi sur l'alimentation. Je donne souvent des ateliers, des cours de cuisine avec Patate. Et aussi, ça s'étend à la cosmétique naturelle. Il y a énormément de choses à découvrir. Et si vous ne connaissez pas Patate, je vous encourage à découvrir Patate Paris. Okay. C'est tout ce qui est bienveillance et bien-être. On va découvrir Patate Paris. Merci Sarah pour ces confidences et ces conseils que nous allons mettre à profit dès aujourd'hui. Merci beaucoup à vous.